Alors, effectivement, le réseau Action Climat fait partie de la campagne 1 million d'emplois pour le climat en France, qui a été par ailleurs initiée par Attac. Et aujourd'hui, juste pour expliquer en quelques mots, je ne connais même pas le nombre exact de membres de cette campagne, parce que ça évolue aussi dans le temps, mais il y a notamment Alternativa qui en fait partie aussi. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu d'échange déjà. Je pense que c'est ça vraiment le point clé pour la structuration de l'argumentaire autour de la transition juste par rapport aux emplois. Un lieu d'échange pour les associations environnementales, sociales et certains syndicats. Certains syndicats, je dis, parce que la campagne est très ouvertement affichée en faveur d'une sortie du nucléaire. Donc ça limite forcément un peu l'adhésion de certains acteurs. Mais voilà, c'est vraiment un choix qui a été fait dans le cadre de cette campagne-là. Et au-delà de ce lieu d'échange, donc on a sorti ce rapport avec un message politique qu'on veut mettre au débat, comme Maxime a expliqué, qui est assez positif comme message finalement, parce qu'on dit, bon, il y a l'urgence climatique, et donc il faut qu'on agisse très vite, mais l'investissement finalement dans les secteurs de la transition écologique, ça permet de créer des emplois et donc accélérer la transition écologique, mais aussi donner une réponse à la question sociale du chômage, etc. Donc le rapport détaille, après dans les détails sur quels secteurs sont concernés et aussi combien ça coûte, avec un deuxième message qui est effectivement investir dans la transition écologique, développer des énergies renouvelables, rénover des bâtiments, développer des infrastructures de transport durables. Ça coûte de l'argent, ça peut paraître cher, mais il faut aujourd'hui qu'on réoriente les investissements des mauvaises solutions, des énergies fossiles, etc., vers la transition écologique. Et ce n'est pas une question de l'argent qu'on a face à nous, c'est un problème de priorité politique. Donc il n'y a pas un problème financier dans notre projet qu'on porte avec ces rapports, c'est vraiment un problème politique qu'on souhaite attaquer avec cet argumentaire-là. Donc peut-être un peu dans les questions, rentrer un peu plus en détail, parce que comme on n'a pas une présentation prévue, voilà, je ne veux pas rentrer dans les chiffres précis pour les différents secteurs, de quelle part ces rapports-là. Mais je voulais commencer quand même avec trois critiques, un peu par rapport à ce que Maxime a dit aussi. Il ne faut pas tomber dans le piège de la chimère des synergies des enjeux climat, social, économique. Tout ça ne va pas automatiquement dans le même sens. Et du coup, maintenant, je cible plutôt le mouvement écologique. Il faut aussi qu'on prenne un peu de recul par rapport à ce qu'on demande, parce que c'est vrai, par rapport à la fermeture des centrales au charbon, par exemple, naturellement, on pourrait avoir la tendance de dire qu'il faut les fermer aujourd'hui. C'est mieux que demain. Mais quand on est dans une approche de la transition écologique juste, il ne faut pas faire ça, parce qu'on ne peut que être perdant. Si on fait cette demande-là sans prendre en compte les besoins des salariés en place aujourd'hui, anticiper les reconversions professionnelles, anticiper le développement de nouvelles activités économiques sur le territoire pour accueillir ces salariés-là, il n'y aura pas d'acceptabilité sociale par rapport à ce qu'on propose. Donc finalement, déjà, la centrale ne va pas fermer, on ne peut pas gagner. Et deuxièmement, on défend une transition qui n'est pas acceptable, socialement acceptable, et qui donc va rencontrer beaucoup d'opposition dans l'absolu dans l'opinion publique. Donc on a intérêt à repenser la manière comme en tant qu'association environnementale, donc sur le climat, les réseaux Action Climat, comme nous on formule nos propositions politiques. Et quand on parle de transition écologique, juste, on ne parle pas uniquement des emplois, mais aussi des ménages, par exemple, en situation de précarité. C'est juste pour donner un deuxième exemple. C'est pareil, les réseaux Action Climat, par exemple, va soutenir effectivement des dépenses en faveur de la construction d'infrastructures alternatives, mais aussi des aides pour les ménages en situation de précarité ou qui ont des très faibles revenus, qui sont en milieu rural et qui ont une voiture diesel très ancienne, très polluante par exemple. Donc il faut à ce moment-là qu'on n'ait pas d'autre accès à une autre solution de transport durable alternative, et on va soutenir aussi l'idée par exemple de leur donner accès à une autre voiture moins polluante. Parce qu'on sait que dans cette phase de transition,
si on ne prend pas en compte les besoins des ménages les plus vulnérables, les plus exposés finalement aussi aux impacts de la transition écologique, il faut, voilà, on va pas aboutir à ce qu'on veut avoir, donc une transition écologique qui est juste et qui prend en compte tous ces besoins-là. Voilà, c'était ça que je voulais dire, juste en très rapidement. Ça modifie donc vraiment le cœur de la manière comment on formule nos propositions, comment on structure nos demandes. Mais par ailleurs, il y a quand même un message assez positif. Aussi, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a de plus en plus d'évaluations de scénarios climat-énergie pour la France qui existent et qui montrent que cette transition est globalement créatrice d'emplois nets. Donc, si on regarde aujourd'hui le gouvernement, l'évaluation emploi de la planification pluriannuelle de l'énergie, donc vraiment voilà, très gouvernementale, même cette évaluation arrive à 280 000 emplois nets créés par la transition en 2030, et le spectre va jusqu'à l'évaluation du scénario négawatt qui arrive à 400 000 emplois créés en 2030. Donc voilà, c'est globalement un message très positif. Il y a aussi des études qui existent à l'échelle locale. Donc voilà, notamment il y a une étude qui existe qui a été faite à l'échelle du Pays Basque. Il y a une autre qui existe à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais, une autre à l'échelle du centre Val-de-Loire. Donc il y a des choses qui bougent aussi à l'échelle des régions, à l'échelle locale, en termes de cette évaluation emploi des politiques climat-énergie. Mais il faut aussi déjà dire, et ça c'est intéressant, et là je fais un peu suite par rapport à ce qui a été dit avant, il y a déjà aujourd'hui énormément d'emplois verts ou liés à la transition écologique. Par exemple, il y a des chiffres qui ont été sortis par l'ADEME. Et déjà en France, aujourd'hui, 320 000 personnes qui travaillent en France dans les métiers directement liés à la mise en œuvre des politiques de la transition, dont en grande partie dans la rénovation de bâtiments et des énergies renouvelables. Et ces chiffres montent même à 1,1 million de personnes, uniquement pour le secteur des énergies renouvelables en Europe. Parce qu'il faut aussi se dire, ce n'est pas uniquement quelque chose qu'on projette dans le futur. Il y a déjà aujourd'hui énormément de personnes qui travaillent dans ce secteur de la transition écologique parce que cette transition, elle est déjà là, elle fait déjà partie de notre vie quotidienne. Et donc là, je fais aussi référence à ce qui a été déjà dit. Donc on a déjà aujourd'hui il faut qu'on veille à la qualité de ces emplois qui existent déjà et qui seront créés. Donc juste pour vous donner un exemple du secteur du bâtiment, parce que la rénovation énergétique, c'est effectivement un élément clé dans tous les scénarios de transition écologique. J'ai un exemple, du coup, pas du tout français, mais dans le secteur du bâtiment, globalement, dans la partie rénovation énergétique, pardon, c'est l'exemple français quand même. Il y a 4%, uniquement 4% des salariés qui sont syndiqués en France versus 60% en Belgique. Ça veut dire qu'il y a vraiment, voilà, il y a aussi des énormes différences d'un pays à l'autre. Et dans ce secteur qui sont considérés clés pour la transition écologique, nous avons intérêt aussi à vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a la multiplication des auto-entrepreneuriats, il n'y a voilà, pas de structuration pour défendre la qualité de ces emplois-là. Donc c'est aussi quelque chose que nous, on doit intégrer dans notre plaidoyer sur la transition écologique juste. Un autre sujet sur lequel on a travaillé dans le cadre de ce rapport-là, qui nous paraît essentiel, c'est que les emplois de la transition ne concernent pas que les énergies renouvelables, mais et la rénovation et les transports collectifs, mais aussi beaucoup d'autres activités, parce qu'on parle de la transition finalement de la société. Donc on doit aussi parler, quand on parle des emplois de la transition, des travailleurs sociaux qui accompagnent les ménages en situation de précarité énergétique. Il faut qu'on parle des collectivités qui ont donc beaucoup plus de compétences maintenant sur le champ climat-énergie et qui doivent le mettre en œuvre. Donc tous les chargés de mission climat-énergie qui sont là. Aussi toutes les associations finalement qui œuvrent à l'échelle locale, à l'échelle régionale pour voilà, faire des missions d'éducation à l'environnement ou des actions concrètes sur leur territoire. Tout ça, ça fait partie des emplois de la transition écologique. Donc c'est un grand enjeu et on a tendance aujourd'hui dans les études qui sont publiées notamment d'analyse des emplois de la transition uniquement regarder certains secteurs et c'est dommage parce que c'est un enjeu beaucoup plus large. Effectivement, je dis en entrée,
créer et maintenir des emplois dans les secteurs de la transition écologique, ça coûte de l'argent. C'est un problème qu'on en voit aujourd'hui, comment les choix politiques sont faits par rapport à ce qui est financé, ce qui n'est pas financé. Là, je renvoie justement aux publications de la semaine dernière. Il y avait le projet de loi de finances pour l'année prochaine et le plan d'investissement, le grand plan d'investissement du gouvernement de 50 milliards d'euros qui ont été publiés dans la même semaine. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, les investissements, ce qui est prévu, c'est vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et c'est pas un problème qu'il y a une absence d'argent, c'est vraiment un choix politique qui a été fait dans le mauvais sens. Il y a dans le plan d'investissement, il y a soi-disant 20 milliards d'euros pour la transition écologique, mais en réalité, il y a beaucoup de recyclage et même de réduction des annonces par rapport à ce qui était prévu aussi déjà dans le programme d'Emmanuel Macron, quand on regarde par exemple la rénovation énergétique. Dans le PLF, le projet de loi de finances pour l'année prochaine, quelque chose qui a très bien marché, les bonus de 200 € pour l'achat d'un vélo électrique a été complètement supprimé, ce qui est vraiment hallucinant par rapport au projet de la transition écologique. Et après, le seul point positif qu'on a trouvé les réseaux Action Climat dans la communication sur le PLF, c'est effectivement il y a un renforcement de la taxe carbone en France et le rattrapage diesel-essence a été revu à la hausse et un peu accéléré. Mais il faut voir les recettes de la taxe carbone pour l'année prochaine en France sont 7,8 milliards d'euros. Mais en face, il y a des niches sur les fossiles en France qui équivaut sur la même année à 7 milliards d'euros. Donc il y a un message complètement contradictoire dans tout cela. Et c'est juste pour dire, voilà, si on veut vraiment mettre en place des financements en cohérence à ce qu'on demande par rapport à la transition écologique, on est vraiment, vraiment très loin du compte, justement par rapport à ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la communication par les gouvernements. J'en ai déjà parlé rapidement. On a une grande opportunité aujourd'hui et c'est important qu'on travaille collectivement là-dessus. Nous avons aujourd'hui une date de fermeture pour les centrales au charbon en France, donc 2022. Et il faut collectivement veiller à ce que ces fermetures-là, ça vraiment des cas d'école qui montrent que c'est possible d'accompagner ces fermetures avec des propositions de reconversion qui ne viennent pas du haut. Parce que c'est vrai que ça a été dit, il y a les personnes qui travaillent dans les centrales aujourd'hui, il faut qu'ils soient aussi personnellement accompagnés pour s'associer, pour s'identifier avec cette transition, pour qu'ils les voient aussi comme opportunité pour faire évoluer leur emploi vers quelque chose de meilleur, vers plus de qualité de travail, vers plus de sens. Donc il faut qu'on s'investisse collectivement sur ce chantier aujourd'hui. Et le gouvernement a proposé un contrat de transition qui vise notamment les collectivités concernées par ces fermetures de centrales au charbon. On est encore en attente par rapport à ce qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est aussi un enjeu que la société civile doit porter. Dernier point. Dernier point. Ok. Donc je vais faire un peu de promotion à la fin pour le réseau Action Climat parce qu'on développe aujourd'hui un outil avec l'ADEME qui permet à l'échelle d'un territoire de faire une évaluation assez rapide, assez facile des emplois de la transition écologique en utilisant des chiffres des PCAET, de tous les plans climat, etc., qui sont en train d'être mis à jour, notamment l'année prochaine. Donc on développe cet outil-là, facile d'utilisation, à l'attention des collectivités et des associations locales, parce qu'on sait que finalement, si on veut de politique climat-énergie fort à l'échelle d'un territoire, une des manières de convaincre les personnes qui adhèrent pas encore 100% à l'idée qu'il faut œuvrer rapidement dans la transition énergétique écologique, c'est de montrer qu'il y a des emplois à la clé. Donc on développe cet outil-là, on va développer aussi des formations, l'outil sera gratuit et tout ça sera publié à la fin de l'année. Voilà, et tout ça en parallèle de l'action qu'on continue avec Alternativa, avec Attac et voilà, les autres membres de la
coalition pour 1 million d'emplois pour les climats. Merci Marie-Peu. Là, une question de la salle, c'est en quoi la flexibilité du marché du travail, comme en Allemagne, est-elle incompatible avec la transition écologique, où l'Allemagne est plus avancée que nous? Alors, déjà, il faut dire, il y a un principe global. D'une certaine manière, on peut avancer sur la transition énergétique de manière très dictatoriale et installer partout des éoliennes, etc. Et donc, faire vraiment une transition énergétique qui n'est pas en cohérence avec les principes d'une transition écologique juste, qui prend en compte les citoyens, aussi les aspects d'injustice, etc. Donc c'est possible de faire ça, je ne dis pas que l'Allemagne fait ça, mais c'est vrai que si on veut parler en faveur d'une transition écologique juste, c'est un problème. Quand on regarde la flexibilisation du marché du travail, donc la précarisation finalement des emplois, parce que ce qu'on demande, c'est une réduction des inégalités existantes aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien, si on met les citoyens entre elles en concurrence, on n'est plus dans le même bateau d'une certaine manière, même si on l'est en réalité, pour avancer vers un futur meilleur pour tous. Donc c'est cet renforcement des inégalités, comme on le voit aujourd'hui avec le projet notamment de fiscalité de notre gouvernement, c'est antinomique à un projet social et un projet de transition écologique juste. Aujourd'hui, le projet de fiscalité qui est mené par Emmanuel Macron, c'est un projet en faveur des plus riches. Et donc, cette création de sensation d'injustice dans la société, comme aussi la sensation de cette flexibilité du marché du travail qui résulte dans la précarisation du travail, est antinomique à la création d'une sensation de collectif, et on avance ensemble vers un meilleur futur via la transition écologique juste. Donc il y a vraiment des choses qui sont antinomiques si on veut avancer dans ce sens-là. Et par rapport à l'Allemagne, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, certes, sur certaines choses, notamment les énergies renouvelables, ça a été plus rapide, mais c'est aussi structurel parce que voilà, il y a aussi une décision par rapport au nucléaire qui a été prise un peu en amont, etc. Et si on regarde des indicateurs économiques comme les coefficients de Gini par rapport aux inégalités, la France aujourd'hui est encore pas de beaucoup, mais mieux placée que l'Allemagne. Ça veut dire qu'il y a moins d'injustice, moins d'inégalités en France qu'en Allemagne. Donc il faut se demander si il faut aller dans le sens à 100% de ce qui fait l'Allemagne sur la question du marché du travail. C'est pas forcément la meilleure chose à faire par rapport à un projet de transition qu'on souhaite défendre. Il y a aussi aujourd'hui, dans la situation post-élection en Allemagne, des grands problèmes, parce que le charbon est encore un problème, et on ne peut pas faire forcément abstraction. Il y a notamment, si on regarde uniquement le Land Brandenburg, qui est le land autour de Berlin, il y a encore 8000 emplois directs qui sont liés à l'extraction du charbon, de la lignite et la production de centrales au charbon. Donc c'est une question qui est aujourd'hui très très mal résolue parce qu'il n'y a pas d'alternative, il y a des oppositions au niveau politique entre les partis qui sont très fortes. Ça veut dire à la fois le développement des énergies renouvelables, c'est vécu par les citoyens et au niveau politique comme quelque chose de positif, mais la question du charbon et des reconversions professionnelles derrière n'est pas abordée jusqu'au bout. Donc il y a encore beaucoup de discussions là-dessus à avoir côté Allemagne aussi. Après, je suis d'accord, sur les émissions, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites en France par rapport à l'investissement de l'Allemagne dans le charbon qu'il faut mettre en relativiser et mettre en contexte. Et on oublie dans ce rapport, et dans l'absolu, c'est une deuxième question, pas du tout la question du nucléaire. C'est essentiel de réfléchir sur des reconversions professionnelles autour des centrales nucléaires. Et juste pour dire ça en 2 phrases, c'est extrêmement compliqué parce que justement en France, on a beaucoup de centrales et ils sont globalement dans des bassins d'emploi particulièrement pas actifs. Ou pas, il n'y a pas forcément d'autres activités présentes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir dès le début avec tous les partenaires sociaux. Et je dis, personne
osent s'exprimer dessus. Et c'est un réel problème parce que pour un peu décoincer les débats et pour pouvoir discuter, notamment par rapport à cet aspect emploi futur pour les salariés, il faut mettre tout le monde autour de la table. Et il ne faut aussi pas sous-estimer, il y a effectivement les salariés dans les centrales qui sont assez bien protégés, parce qu'en tant que salariés du EDF, etc., ils sont sur un statut qui les protège très bien, mais il y a aussi tous les emplois indirects, les sous-traitants et les sous-traitants des sous-traitants qui sont directement impactés par ça, et donc c'est effectivement, on ne l'oublie pas, mais c'est un très grand chantier. Il faut que, globalement, que tous les acteurs sociaux aussi, environnementaux, que tout le monde commence à se bouger là-dessus au plus vite, si on veut résoudre la question des fermetures.